Alors, nous allons étudier maintenant chaque type de matrice que l'on a présenté rapidement dans la première vidéo. Ce que l'on va faire maintenant, c'est pour chaque type de matrice, nous allons étudier un à deux exemples de circuits type et expliquer ensuite pour chaque type de matrice quel quadripôle équivalent on peut avoir. D'accord? Je n'en ai pas encore parlé, mais l'intérêt de pouvoir décrire un quadripôle à l'aide des matrices ou à l'aide d'un quadripôle équivalent, c'est très intéressant si par exemple vous avez juste un boîtier, que vous ne savez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Les seules informations que vous pouvez ressortir, ça sera la tension en entrée, la tension en sortie, le courant qui rentre dans le quadripôle et le courant qui ressort éventuellement du quadripôle. D'accord? Et à partir de ces informations-là, vous pourrez éventuellement redéduire les différentes valeurs de chacune des matrices et à partir de là, construire un quadripôle équivalent. D'accord? Donc ça peut être une des applications. Alors ici, j'ai repris en fait la matrice impédance que j'ai réécrite sous forme d'un système, ce qui va me permettre en fait ici d'identifier les différents éléments. Si je prends la tension V1, je vois que la tension V1 finalement, c'est donc une impédance Z11 qui est traversée par un courant I1. Et ensuite ici, un générateur de tension qui vaut Z12 I2. D'accord? Donc ça veut dire que si je devais décrire ce qui se passe à l'entrée du quadripôle, en fait, je rajouterais une impédance Z11 que je mettrais en série ici avec un générateur de tension que je noterai Z12 I2. D'accord? Donc là, je vois bien que j'ai mon impédance Z11 qui est traversée par le courant I1. Et ensuite ici, je vois que j'ai la tension V1 qui est la somme de la tension aux bornes de l'impédance Z11 et de la tension aux bornes de ce générateur. Je vais faire exactement pareil en sortie, on va voir que la méthode reste la même. En sortie, on voit que j'ai une impédance Z22 qui est traversée par le courant I2 et qui va être en série avec un générateur de tension de valeur Z21 I1. Donc ça veut dire que du point de vue de la sortie, je peux dire que la tension V2, c'est la somme de la tension aux bornes de l'impédance Z22 qui est traversée par le courant I2 et de la tension aux bornes d'un générateur de tension qui aurait pour valeur ici Z21 I1. Voilà ici comment on peut représenter à l'aide de la matrice impédance un quadripôle équivalent vu de l'entrée et vu de la sortie. Ça, c'est une notion aussi importante à avoir avec les quadripôles. Les quadripôles nous permettent d'avoir un point de vue de ce qui se passe depuis l'entrée, mais aussi de ce qui se passe depuis la sortie. Et ensuite, de pouvoir en faire une étude. Donc voilà pour cette première partie sur la matrice impédance. Nous allons maintenant passer à l'étude de deux exemples assez classiques avec la matrice impédance. C'est le circuit en T, ou dit aussi circuit en étoile. On va le faire avec des résistances classiques, puis on va le faire avec des impédances complexes. On verra aussi, du coup, dans chaque exemple sera pour moi l'occasion de vous présenter une méthodologie. Il y en a deux en général. Donc chaque exemple me permettra de vous présenter une des deux méthodologies pour justement obtenir votre matrice impédance. Alors ici, nous allons étudier un exemple concret de circuit que l'on pourra représenter sous forme d'un quadripôle avec justement la matrice impédance. Alors j'ai représenté les tensions V1, V2, les courants I1, I2 comme dans notre convention. Ici en fait, j'ai un circuit en étoile avec les résistances R1, R2, R3. Donc j'ai I1 qui arrive comme ceci, I2 qui arrive comme ceci, donc nécessairement, d'après la loi des nœuds, j'aurai la résistance R2 qui sera traversée par I3 égale I1 plus I2. Ok? Alors, parmi les méthodes qui sont utilisées, ici je vais utiliser vraiment une méthode basique, je vais appliquer la loi des mailles. D'accord? Donc si j'applique la loi des mailles, je peux dire que la tension V1, c'est égal ici à R1 I1 plus R2 I1 plus I2. D'accord? La tension V1, c'est égal à la tension au bord de la résistance R1 plus la tension au bord de la résistance R2. La résistance R2 est traversée par le courant I1 plus I2, donc j'ai R2 I1 plus I2. Je fais pareil pour du coup la tension V2. Si j'applique la loi des mailles au niveau de la tension V2, ben, je vais donc avoir ici la tension aux bornes de la résistance R3 plus la tension aux bornes de la résistance R2 ici. Je vais donc me retrouver ici avec
R3 I2 plus R2 I1 plus I2. Voilà. Maintenant, je vais ordonner les choses de manière à me trouver dans le système d'équations typique pour une matrice d'impédance, c'est-à-dire Z11I1 plus Z12I2, Z21I1 plus Z22I2. Ok? Donc ça va me donner ici V1 qui va être égal à R1 I1. Alors ici j'ai R2 I1, donc je vais factoriser par I1. Donc j'aurai du R1 plus R2 I1 plus R2 I2. Ensuite ici je vais me retrouver avec V2. Alors pour V2, ben, je mets la valeur avec I1 en premier. Je vais donc ici avoir R2 I1. Plus dans l'autre cas ici, je vois que je vais avoir, alors pardon ici j'ai fait une erreur, il n'y a pas de résistance R3, c'est une résistance R2. Je vais donc avoir ici R2 et ici, alors si c'était bien la résistance R3, pardon ici, voilà. Donc je vais donc avoir ici R3 et R2 qui vont être regroupés avec le courant I2, d'accord? Je vais donc me retrouver ici avec R3 plus R2 I2. Voilà, mon système est établi. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire l'identification des termes. Je remarque ici que ce que j'ai là, c'est Z11. Là, j'ai Z12. Là, j'ai Z21. Et ici, j'ai Z22. D'accord? Je vais donc pouvoir ici écrire la matrice impédance de mon quadripôle. Alors, après avoir fait un tri sur le système d'équations, je vais me retrouver avec ma matrice impédance Z qui a pour Z11 R1 plus R2, Z12 R2, Z21 R2 et Z22 R2 plus R3. D'accord? Donc à partir de là, maintenant que je connais ma matrice impédance, ce qui peut se passer, ben, si par exemple je connais V1 et I1, d'accord, ben, en faisant du coup ma matrice V1 I1 fois Z, je pourrais trouver du coup à chaque fois les valeurs de I2 et V2 correspondantes. D'accord? Donc ça veut dire que maintenant, une fois que mon quadripôle a été défini une première fois, que je lui en ai ensuite associé une matrice ici, la matrice impédance, je vais pouvoir ensuite, à chaque fois, déduire les nouvelles valeurs de tension ou de courant en appliquant simplement le produit par la matrice impédance. Donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement pratique dans l'étude des circuits. Pour cet exemple-là, on a donc défini chacun des éléments. On va voir justement qu'on peut construire très aisément du coup, le quadripôle équivalent en entrée et en sortie. Alors, dans cet exemple ici, nous reprenons cette fois-ci le montage en T. J'ai gardé deux résistances ici pour l'entrée et pour la sortie. Et pour le composant du milieu, j'ai remplacé la résistance par un condensateur. Alors, je vais présenter ici une autre méthode pour justement déterminer les coefficients de la matrice. Si vous reprenez en fait votre système d'équations, vous verrez que vous pourriez déduire Z11 si vous fixiez I2 est égal à 0. Et ainsi de suite pour chacun des coefficients. Donc c'est cette méthodologie ici que l'on va utiliser pour justement déterminer ces coefficients. Alors elle est un petit peu plus longue que la loi des mailles, mais je pense que ça vaut le coup quand même de la maîtriser. C'est une méthode que l'on pourra utiliser notamment pour faire la matrice hybride lorsque l'on reprendra le montage avec le transistor bipolaire. Ok? Alors, si je fixe I2 à 0, ça va me permettre d'avoir ici I3 qui est égal à I1. Ok? Donc de ce côté-là, je vais donc avoir la tension V1 qui est égale à RI1, plus ici, ben, l'impédance d'un condensateur c'est 1 sur JC oméga. J'aurai donc du 1 sur JC oméga I1. D'accord? Donc de cette équation-là, je vais pouvoir déduire que je vais avoir Z11 qui va être égal à R plus 1 sur JC oméga. Ok? Je fais pareil pour Z12. Pour Z12, je fixe I1 à 0. Si je fixe I1 à 0, je n'aurai pas du tout de tension aux bornes de la résistance puisque ce ne sera pas traversé par un courant. La tension V1 sera donc la tension aux bornes du condensateur. Ok? Comme I1 sera égal à 0, je pourrais donc dire que j'aurai I3 qui sera égal à I2. Alors là, je mets bien mes barres complexes et je vais donc avoir ici V1 qui va être égal à I2 sur JC oméga. Donc de là, je vais pouvoir en déduire que je vais avoir Z12
qui va être égal à 1 sur JC oméga. D'accord? On va procéder maintenant de la même manière pour avoir Z de 1 et Z de 2. Alors, on procède de la même manière pour Z de 1 et Z de 2. Je vais donc pouvoir écrire que si I2 est égal à 0, je vais donc me retrouver ici avec aucune tension au bord de la résistance. D'accord? Donc déjà j'écris ça, ça voudra dire que j'aurai ici I3 qui sera égal à I1. Ok, et j'aurai donc la tension ici V2, d'accord, qui sera la tension au bord du condensateur. Je pourrais donc écrire que j'ai V2 qui est égal à 1 sur JC oméga I2, d'accord, pardon, I1. Et donc je vais me retrouver ici avec Z de 1 qui est égal à 1 sur JC oméga. Je procède de la même manière pour finir avec Z de 2. I1 est égal à 0, donc I1 égale 0. Ça équivaut à dire que j'ai I3 qui est égal à I2. D'accord? Et cette fois-ci, la tension V2, ça sera donc la tension au bord de la résistance R plus celle au bord du condensateur. J'aurai donc ici du R I2 plus 1 sur JC oméga I2, ce qui me permet d'en déduire que je vais avoir Z de 2 qui va être égal à R plus 1 sur JC oméga. D'accord? Voilà. J'ai donc déterminé les 4 coefficients de ma matrice. Si je conclue sur la matrice Z, je pourrais écrire la matrice Z de cette manière-là. Donc à l'intérieur de cette matrice, je vais avoir ici R plus 1 sur JC oméga. Ici, je vais donc avoir du 1 sur JC oméga, 1 sur JC oméga et R plus 1 sur JC oméga. D'accord? On remarque avec ces deux exemples qu'il y a un résultat assez récurrent qui va commencer à se dessiner pour la matrice Z. On remarque que sur la diagonale, on met les valeurs de l'impédance du milieu et que ici, on va tenir compte des additions des autres impédances. D'accord? Donc on va en reparler dans un petit résumé sur la matrice impédance du circuit en T. Alors, nous avons vu au tout début de cette vidéo que pour le quadripôle, avec la matrice impédance, on pouvait donc du coup avoir un montage équivalent qui nous permettait de voir ce qui se passait du point de vue de l'entrée ou du point de vue de la sortie. D'accord? Donc nous allons appliquer ces résultats-là au montage en T que l'on a là, donc le montage général pour lequel on a fait une conclusion tout à l'heure, pour lequel je rappelle ici sa matrice d'impédance. Okay? Donc si j'applique ce résultat-là à ce montage en étoile ici, je vais donc pouvoir déterminer ce qui se passe du point de vue de l'entrée du point de vue de la sortie pour ce quadripôle. D'accord? Donc je vois que Z11 ici c'est ZA plus ZC. Je vois que Z12 c'est ZC. D'accord? Je vais donc avoir du point de vue de l'entrée. Ici, je vais avoir donc l'impédance ZA plus ZC. Ensuite, je vais avoir un générateur de tension qui aura pour valeur ici ZC I2. D'accord? Puisque ici, on voit que Z12 c'est égal à ZC. OK? Et puis ensuite, je passe de l'autre côté. Je vais donc avoir ici mon générateur de tension qui aura pour valeur, toujours pareil, Z21 I1, donc ça fera ici du ZC I1. Avec ici mon impédance ZB plus ZC, la tension V2 et ici le courant I2. Voilà. Donc ça va vous permettre du coup directement, en connaissant la matrice impédance, de donner votre quadripôle avec son équivalent du point de vue de l'entrée et du point de vue de la sortie. Voilà. Alors, si nous faisions une petite conclusion sur le montage en étoile ou le montage T, on peut constater que quelles que soient les impédances que vous allez mettre dans ce montage, la matrice impédance va rester la même. On l'a vu dans les deux exemples précédents. Quelle que soit la méthode, on va constater en final que sur la diagonale ici, on va retrouver ZC qui est l'impédance du milieu. Dans le premier terme de la matrice, on va retrouver du point de vue de l'entrée la somme ZA plus ZC. Et à la fin de la matrice, on va retrouver du point de vue de la sortie les sommes ZB plus ZC. Vous voyez, c'est un résultat tout fait qui peut être assez utile dans des circuits
Notamment, je peux penser ici à l'exemple du câble coaxial. Si on décomposait un câble coaxial en une infinité de petits éléments, on pourrait éventuellement le décomposer avec une matrice T ici. Voilà. Donc si vous n'avez à rien démontrer pour un montage étoile et que vous avez besoin de matrice impédance, vous savez que vous pouvez directement utiliser ce résultat-là qui est admis.